l'histoire d'1 an, 2 ans, il y a eu une augmentation d'intérêt de la part de plein de gens, du retail, pour justement la bourse, parce que il s'est passé des choses tellement extraordinaires en bourse avec l'histoire du Covid qui a créé, qui a juste tout fait exploser. Et ensuite, on a revu une hausse des prix et tout le monde voulait participer. On a eu la crypto-monnaie, les prix flambent et tout le monde veut participer. Tout le monde, c'est fear of missing out, le FOMO. Et en fait, ces plateformes-là ont donné la possibilité à tout le monde de pouvoir avoir un compte à eux, d'avoir leur gestion personnelle à eux, avec un minimum d'investissement nécessaire qui était bas, sans frais d'intermédiaire, et qui a justement poussé la facilité, l'investissement responsable de chacun, en éduquant les gens et en poussant à justement, si tu sais pas, si t'as pas le temps, tu peux aller copier les gens, tu peux découvrir en apprenant des autres, tu peux voir de façon transparente ce que les investisseurs avec l'expérience font, et ça a créé un intérêt qui a fait que croître. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Après un démarrage d'épisode bien raté, voilà, cette fois-ci, j'ai eu 7 secondes sur le premier. C'est ça, les joies des enregistrements à distance. On est à peu près à l'opposé, toi et moi, du territoire français, puisque moi je suis dans le nord, vers le Touquet, et toi tu es à Marseille, je crois, au Fouque. Ouais. C'est ça, en plein front de mer, là, en train de profiter de la belle vue. Exactement, tous les deux pouvoir peut-être finir nos journées à la plage, c'est pas con ça. Ouais. C'est exactement ce que j'ai prévu, ouais. Et moi aussi, figure-toi. Voilà. Alors, on va pas parler de plage parce que ce serait guère intéressant pour tous nos auditeurs. L'idée du jour qu'on a préparé ensemble la semaine dernière était de parler de social trading, le trading social. Alors, c'est pas social dans le sens où on peut l'entendre nécessairement en France, mais plus réseaux sociaux, on va dire à plusieurs, et d'un phénomène qui s'appelle aussi, qu'on appelle aussi les néo-brokers. Et toi, tu es allé les 2 pieds joints dans le social trading et les néo-brokers après une expérience professionnelle dans le trading. Toi, tu viens du trading clairement en Asie, dans des grandes maisons, il me semble. C'est exactement ça. J'ai eu la chance de travailler en Asie, à Hong Kong, où j'ai exercé pour Crédit Suisse, pour le Crédit Suisse, et puis ensuite pour Macquarie Bank, qui est une banque australienne. Pour qui j'ai travaillé en tant que trader pendant plus de 4 ans avant de revenir en France. Voilà, et donc ce qui m'a interpellé dans la préparation de cet épisode, c'est que tu sois allé sur des plateformes justement de néo-brokerage plutôt que de continuer à utiliser, on va dire, des outils ultra professionnels, enfin soi-disant, ou je sais pas, d'ailleurs tu vas me dire, mais ultra poussés, etc. Alors qui souvent coûtent cher pour y accéder, mais ma perception c'est que les frais étaient beaucoup moins chers qu'ailleurs. Mais c'est peut-être ce qui a changé récemment avec les néo-brokers. Tu me confirmes ? C'est exactement ça. En fait, ça a permis l'accessibilité à ces plateformes à beaucoup plus de personnes. Le retail investors a eu beaucoup plus facilement accès à tout type d'investissement en bourse dans les marchés financiers, que ce soit en Europe, en Amérique ou alors en Asie. D'un coup, on a eu la possibilité pour beaucoup de personnes de pouvoir investir, que ce soit 500 € ou 1000 € ou 10 000 €, de façon ultra simple et surtout de façon transparente. Mais c'est ce qu'on pouvait un peu faire avec sa banque avant, non ? C'est ça, sauf que quand on passe par là... Alors, moi, quand je parle du trading de façon en France, j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne sont pas encore familiers avec comment est-ce que les choses marchent, se déroulent. Et je pense que ça faisait plus peur aux personnes de se lancer dans des marchés boursiers, dans des marchés financiers en passant par la banque et en ouvrant des comptes par des intermédiaires qu'en le faisant tout seul depuis son ordinateur, devant chez soi, devant son ordi, tranquillement.
J'ai l'impression aussi qu'il y a des complexités, où il y avait, en tout cas moi quand j'essayais de trader avec ma banque, on va dire retail traditionnelle, pour aller acheter des actions aux États-Unis, en Asie, etc. C'est pas si simple. Et puis je parle même pas des cryptos, quoi. Ouais, alors ça a pas toujours été aussi simple. Moi, avant, je tradais sur des plateformes un peu plus poussées, pour pas dire beaucoup plus professionnelles, parce que c'était ce qui était régulé par les banques pour lesquelles je travaillais. Donc, si je peux citer Interactive Brokers, c'était la plateforme qui Oui. était autorisée par la banque chez qui j'ai travaillé, donc Macquarie et Crédit Suisse, parce qu'ils avaient un pouvoir de visibilité en gros sur ce que je faisais, et forcément en tant que trader on peut pas tout faire, et surtout quand on le veut, donc on est très régulé. Euh, pour le coup, quand on passe par des plateformes comme des néo-brokers qui viennent de se lancer, du style eToro, enfin qui viennent de se lancer, c'est faux, mais du style eToro, Robinhood ou tous les autres, mais les choses sont beaucoup plus simples, et pour autant ont les mêmes fonctionnalités. Oui. Alors, quand tu parles d'Interactive Traders, toi, t'as pas eu envie de rester là-dessus, du coup? Interactive Brokers. Alors, Brokers, ouais, pardon. ouais, non, il n'y a pas de souci. Alors, effectivement, oui, au début, quand je me suis mis sur les néo-brokers, notamment eToro, j'ai pas fait ça de façon radicale. J'ai voulu d'abord tester progressivement. Donc, j'ai ouvert une plateforme, mon compte eToro. J'ai mis une partie de mon capital que j'utilise pour investir en bourse. Et puis, j'ai commencé à répliquer, en gros, ce que moi j'avais sur Interactive Broker, proportionnellement sur eToro. Et j'ai vu que les choses se déroulaient parfaitement bien, que la plateforme était smooth, et que toutes les transactions que j'avais envie de passer, d'ouvrir, de fermer, se faisaient exactement comme sur Interactive Broker. Donc ça a été pour moi un test qui m'a permis après de justement proposer eToro aux personnes qui voulaient commencer en bourse et pouvoir me copier. Ok. Alors, pour chasser aussi l'éléphant dans la pièce, hein, et être certain, juste parce que tu le sais sans doute, mais j'ai un de mes sponsors sur la martingale qui est eToro, que j'aime beaucoup depuis que j'ai découvert au début du premier confinement, donc en mars 2020. Tu es aussi sur eToro. Je voudrais juste préciser que cet épisode n'est pas du tout sponsorisé, et preuve en est, hein, tu as cité Robinhood. Je crois que c'est pas disponible en France, mais il y a des concurrents directement disponibles en France, en Europe. Je vais en citer quelques-uns, histoire de juste dire, il me semble, je les cherche en même temps. Trade Republic. Trade Republic, exactement. Ouais. Bucks, donc des Allemands, des Hollandais. Robinhood aux États-Unis. Il y en a d'autres. On peut aussi aller sur Revolut, je crois. Enfin voilà, il y a plein d'endroits où on peut faire différentes choses. C'est pas exactement toujours pareil. Et là, l'objectif, c'est vraiment d'expliquer comment tout ça fonctionne plus dans son ensemble, et pourquoi, en effet, un pro peut aller sur ce genre de plateforme. C'est ça. Parce qu'il y a aussi des moyens. Vas-y, je t'en prie. Non, moi je parle de eToro parce que c'est la plateforme que j'utilise. Coïncidence, ce sont tes sponsors. Mais effectivement, toutes les plateformes néo-brokers un peu ont le même principe. Ils se diffèrent de par certaines fonctionnalités. On pourra en citer quelques-unes après, mais effectivement, dans sa globalité, l'idée est la même. Et c'est vrai que, alors après, quand on découvre tout ça, on voit un certain nombre de vrais, on va dire, nouveautés, hein, sur le social trading. Tu vas m'en parler. Moi, j'en ai découvert au fur et à mesure. Déjà, j'ai découvert au bout d'un moment que j'avais des personnes qui me suivaient. Bon, alors là, tu te dis, ils suivent, ils peuvent regarder ce que je fais, c'est très bien. Et puis, j'ai été très surpris, je l'ai dit quelques fois ici, mais que certaines personnes me copiaient. Alors, il y a un moment où ça a bien marché parce que j'avais de la chance. Et puis, maintenant, bon, comme tout le monde, les marchés sont plus compliqués depuis 1 ou 2 mois. Alors, quand on enregistre, on est à l'été 2021. Je m'en sors pas si mal, hein, d'ailleurs, en l'occurrence, parce que j'avais fait un bon truc sur les Ethers. Mais dans l'absolu, quand même, tu vois, je me dis, j'ai bien fait de dire à tout le monde de pas trop me copier. Donc, suivre, c'est quelque chose où, en fait, tu peux regarder ce que les gens font et puis ça va te notifier certaines choses. Copier, tu copies un portfolio. Donc ça, c'est vraiment une approche très sociale, c'est-à-dire que je vais avoir mes investissements et des personnes vont pouvoir me copier. C'est ce que font les gens autour de toi sur ton portfolio. C'est exactement ça. Et je reviens à la question de tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on ne pas rester sur des plateformes comme Interactive Broker, mais avoir basculé sur des néo-brokers? Alors moi, de façon plus générale, quand j'ai fait la transition de la finance classique, quand j'ai démissionné de Macquarie pour rentrer en France, c'était dans une optique de faire les choses différemment et de pouvoir être basé en France pour pouvoir faire plusieurs activités en même temps, et notamment trading. Et effectivement, comme toi, en mars 2020, pendant le premier confinement, j'ai eu, sans dire de bêtises, une quinzaine d'amis qui m'ont appelé en me demandant
qu'est-ce que tu fais en bourse, comment est-ce que tu trades, est-ce que c'est une opportunité, est-ce qu'on vend, est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et je l'ai répété 1 fois, 2 fois, 3 fois. Alors moi, j'ai aucun problème à partager avec mes amis, mes proches, d'ailleurs même les gens que je connais pas ce que je fais. Par contre, le répéter tous les jours, ça a été quand même un moment épuisant. Et donc, je me suis renseigné, j'ai découvert eToro, et eToro a cette fonctionnalité-là, qui est le copy trading, qui est vraiment propre à eToro. Et en fait, c'est pour moi quelque chose qui a changé la donne en termes de ma volonté de trader sur Interactive Broker ou pas, parce que justement, je pouvais laisser n'importe qui, de ma famille, de mes amis, de mes proches, des collaborateurs avec qui je travaille, de pouvoir dire j'ouvre mon propre compte. Alors en aucun cas est-ce que je remets de l'argent à moi, à Ufuk. Au contraire, je garde mon argent propre à moi-même sur mon compte. Et puis en un clic, je copie Ufuk et je vois de façon transparente ce qu'il fait. Et proportionnellement, dès qu'Ufuk ouvre un trade ou ferme un trade, je vais acheter et vendre en même temps, automatiquement. Tout est automatisé par eToro. Et pour moi, c'était quelque chose de facilitateur, en gros, pour démocratiser l'investissement responsable et social. Alors, il y a potentiellement des biais, je me dis, parce que si quelqu'un qui copie quelqu'un, etc., je veux dire, pour des gens qui sont très, très, très suivis, tu peux vite avoir finalement une grosse incidence, non, sur un cours d'action. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. Alors effectivement, il faut savoir ce que tu fais. Moi, quand je trade, pour le moment, j'ai pas des milliers de personnes qui me suivent ou qui me copient plus précisément. Donc l'impact que j'ai sur une action, elle est minime, parce qu'effectivement, même si là en ce moment, je crois que je suis dans les 80 000 $ qui me copient, quand je vais ouvrir une position de 1%, 2%, 3% sur des grosses actions cotées en bourse du style Amazon, crois-moi, je vais pas avoir un effet majeur. Par contre, ceux qui sont les plus suivis, effectivement, eux se doivent d'être responsables, se doivent d'éduquer les personnes qui les suivent en expliquant que chaque position qu'ils vont ouvrir ne va pas dépasser un certain pourcentage du portefeuille, et surtout que l'étude va être faite en fonction du volume qui trade par action pour ne pas justement impacter ce cours qui peut facilement bouger si c'est des stocks qui n'ont pas énormément de volume. Parce qu'à chaque fois qu'ils tradent, ils vont avoir le trade qui va être répliqué pour tous les copieurs, et officiellement, tu vas potentiellement impacter le marché. Mais c'est l'importance de l'éducation financière par ceux qui se font copier envers tous les autres. Alors donc si je veux, moi si je suis enfin un peu nouveau, que je m'y connais un peu, mais que je me dis, je voudrais, parce que j'imagine qu'il y a des modèles économiques. Toi, tu es aussi professionnel. Alors moi, j'ai des suiveurs, mais je suis pas rémunéré. Alors je pourrais regarder en direct, je vais regarder ça après, mais je suis pas rémunéré pour ça. J'imagine que quand tu deviens un popular investor, donc tu as différents statuts. Hein. Moi, je crois que j'ai un statut gold, ou je sais pas. Oui, ça doit être ça. Je suis dessus, la statut gold, mais ou sur cette plateforme ou sur d'autres. Quand tu deviens popular investor, toi, tu as un modèle économique, tu es rémunéré là-dessus? Oui. Alors le statut gold, c'est pas la même chose que le popular investor. Le statut gold, ça te donne accès à des choses de la part d'eToro, comme des webinars, des accès à des événements, etc., par rapport au fait que tu aies une certaine somme sur eToro, que tu trades assez fréquemment, etc. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être popular investor ou non. Ce qui est important, c'est que déjà, pour devenir popular investors, eToro a mis des critères en place, des critères bien précis qui permettent à un trader sur la plateforme de faire partie du programme. Ça passe par le track record pendant quelques temps sur la plateforme, le montant avec lequel tu trades, le risque profil que tu as en place, la stratégie que tu as bien décrite aux investisseurs qui peuvent te suivre, etc., etc. Ensuite, tu fais partie du programme, tu commences au niveau cadet, et il y a 4 niveaux. De cadet, tu passes à champion, de champion, tu passes à élite, et de élite, tu passes à élite pro. Effectivement, il y a un moyen de financièrement pouvoir être rémunéré, et c'est ce qu'on a mis en place avec le Popular Investor. Quand on est au niveau champion, effectivement, il y a une rémunération qui découle, parce que il y a plus d'investisseurs qui sont présents, il y a plus de copieurs qui sont présents, et en fait, ça crée de l'activité sur les plateformes, et officiellement, la plateforme peut se permettre de rémunérer la personne qui ramène toute cette activité-là sur la plateforme. Donc, voilà. Alors, ce qui est potentiellement difficile à comprendre, c'est que la plupart de ces plateformes, et d'ailleurs, elles sont quand même de temps en temps où elles ont été un peu décriées par certaines, enfin, je parle de l'ensemble, hein, par certains professionnels, etc. Alors moi, de ce que j'ai lu souvent, c'est qu'il y a des outils quand même très pros
sur lesquels il faut faire attention. Je pense notamment aux effets de levier. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais du coup là-dessus, alors je sais pas d'ailleurs si tu peux copier quelqu'un qui a fait qui a un effet de levier et te retrouver toi-même avec des effets de levier du coup. Oui, alors effectivement, la personne que tu copies peut utiliser des effets de levier. Mais il faut savoir que quand on s'inscrit sur les plateformes comme ça, souvent il y a des tests d'aptitude, il y a des tests de compétences qui permettent à la personne qui crée son compte d'être autorisée ou pas à utiliser des effets de levier de par les connaissances qu'il peut y avoir. Il y a tous ces outils pédagogiques qui peuvent te permettre de comprendre ce que c'est, de savoir exactement à quoi est-ce que tu as affaire quand tu utilises des effets de levier et les risques que ça engendre. Effectivement, quand moi j'utilise un effet de levier, mais je vais jamais prendre un effet de levier démesuré parce que officiellement, j'ai pas envie de apporter plus de risques à toute cette base de followers et de copieurs qui sont derrière moi. Donc, ça va toujours être mesuré. Mais effectivement, tous les copieurs derrière moi vont également avoir un effet de levier si je le fais. Alors, je voudrais que tu m'expliques après comment on devient Popular Investor et comment on peut se rémunérer là-dessus. Mais avant ça, je voudrais juste rappeler la base de l'effet de levier. Hein. Donc, mettons que si tu investis 10, alors je vais me perdre dans cette explication, avec un effet de levier 10, ça veut dire qu'en gros, ton broker te prête 90 et toi, tu investis 10. C'est ça, donc au total, tu investis 100. On est d'accord ? C'est ça. Et si jamais tu perds 10% dans la journée de l'action sur laquelle, mais si tu es sur une action à perdre 10%, eh bien, tu te retrouves à 90, donc tu as perdu tes 10. Donc, tu te retrouves avec 0. C'est ça la problématique de l'effet de levier. Donc, ça, c'est vers le bas. En revanche, vers le haut, si l'action fait plus 10, tu as doublé tes 10. Donc, tu as fait plus 100%. C'est l'avantage qu'on va chercher sur les effets de levier. C'est ça, hein, l'idée. C'est ça. C'est un effet multiplicateur du nombre de fois que tu utilises en termes de l'effet de levier. Effectivement, tu peux faire x2, x5, x10. Il faut mesurer le risque que chacun prend. Moi, je m'amuserai pas très souvent à utiliser des effets de levier aussi importants parce que ça implique des risques et il faut savoir les maîtriser. Avant de venir sur comment je choisis mes Popular Investors ou aussi comment je peux trouver des portfolios ou des choses comme ça pour simplifier et justement comprendre la puissance de ces plateformes. Comment toi t'es devenu Popular Investor ? Est-ce que faut lever la main, faut appliquer un programme, tu m'as dit, faut montrer un certain nombre de choses, mais est-ce que tu passes des tests ? Est-ce que moi je peux le devenir demain ? Est-ce qu'il faut un minimum de followers, de copieurs ? Oui, alors tu peux le devenir demain. Vu que ça fait depuis mars 2020 que tu le fais, effectivement, toi tu pourrais. Il faut faire une demande auprès de eToro par rapport ou des plateformes qui proposent ça pour faire partie de ce programme. Effectivement, il y a des critères qui sont très bien définis, notamment le nombre de mois ou d'années que tu as passé sur la plateforme, l'éducation financière que tu as ou pas, l'expérience professionnelle que tu as ou pas. Alors moi, effectivement, j'ai eu la chance d'avoir ce parcours financier en tant que trader à l'étranger, à Hong Kong, etc., qui m'a permis de pouvoir mettre en avant un profil qui était déjà plus, entre guillemets, expert qu'un utilisateur lambda. Et donc, ça m'a permis d'être mis en avant assez rapidement et de pouvoir intégrer la plateforme et de pouvoir intégrer le Popular Investor Programme assez rapidement et plus facilement. Mais effectivement, les critères sont très bien définis. Il faut avoir un certain nombre de copieurs qui n'est pas très élevé pour arriver au niveau cadet. Mais par contre, quand on veut passer au niveau champion ou plus, alors là, les critères se complexifient et il faut passer un certain nombre de mois sur chaque catégorie. Et il faut avoir pas forcément une performance qui le justifie, mais en tout cas un niveau de risque qui le justifie, qui est donc modéré. Il ne faut pas être quelqu'un qui utilise des effets de levier tous les jours et qui trade in and out les trades chaque minute, parce qu'effectivement, là, on prendrait un risque qui est beaucoup trop important par rapport à l'investissement responsable qu'on veut mettre en avant. Alors, ce qui est assez cool, c'est que tu trouves des personnes à copier, généralement, dans le monde entier. Donc, en effet, nous, on va avoir une tendance, toi probablement même, je sais pas, quoi que tu as bossé en Asie, etc., mais peut-être, moi, j'ai une tendance à tu vois, dans mes actions, je vais avoir en effet quelques grands Google, Amazon, etc., du Alibaba sur lequel je me suis fait éclater, un peu les bienfaits de la Chine. Voilà, un peu d'argent, et quelques personnes que je copie, du Orpea, et puis en fait, finalement, j'avais du LVMH ou des choses comme ça, mais tu as une tendance à quand même aller sur tes marchés maison.
l'avantage des copies portfolio ou des popular investors que tu suis, c'est vraiment d'aller sur dans des zones que tu connais moins, en fait. C'est ça, sur des gens qui ont déjà un track record. Un track record, c'est une sorte d'expérience, quoi. C'est ça. En fait, n'importe qui peut chercher un profil bien particulier avec un risque profil bien particulier adapté à ce que lui veut en matière de trading. Et puis, tomber sur mon profil. Et sur mon profil, on va tomber sur une description bien particulière de la stratégie que j'ai mis en place, de façon transparente pour avoir les actions que j'ai achetées ou vendues, la proportion dans laquelle est-ce que je suis rentré dans chacune des positions en termes de pourcentage, la performance que j'ai eue dans les années ou les mois à venir et les mois passés. Et effectivement, tout ça va permettre à la personne de prendre une décision en termes de qui il veut copier, pourquoi, combien de temps, et de créer une stratégie personnelle à eux-mêmes par rapport aux copies qu'ils mettent en place. Là, tu vois, je vois Richard Stroud, 62%, 64% sur l'année, les 12 derniers mois. Il y en a d'autres qui font 60, 94. Après, t'as souvent les niveaux de risque, hein. Et ça, c'est assez important. C'est pour moi le plus important. C'est pour moi ce qui détermine chez qui est-ce que tu veux placer de l'argent en termes de, quand je dis chez qui, c'est quel investisseur est-ce que tu veux copier. Parce que certaines personnes vont avoir beaucoup plus de crypto-monnaies et donc plus de risques. Et d'autres vont trader, ils vont garder toujours 50% de cash en termes de positionnement, ce qui dérisque fortement l'impact que les marchés ou la volatilité peuvent avoir sur la performance. Donc on va passer d'un profil de 3 qui est très bas à un profil de 6 qui peut être considéré comme assez élevé. D'accord. Et oui, de 3, ouais, 6. Alors tu peux avoir 1 aussi ou? J'ai moi personnellement jamais vu, mais c'est un minimum de trading. Je pense que déjà 3 c'est très faible. C'est les gens ça existe, mais on va faire du 2-3% à l'année, quoi, maximum. Alors, et toi, tu as utilisé un volume donc de 80 000 $, c'est ça, de gestion entre guillemets. Oui. Et tu as combien de followers? Alors, les personnes qui me suivent, je crois qu'il y en a dans les 2000. Par contre, ouais, ceux qui copient officiellement sont dans les 80, je crois, 80, 87, je crois. D'accord, oui, ça monte assez vite parce que quand on avait regardé, en effet, tu étais juste en dessous de 80. Ouais. Je suis en train de chercher en même temps. C'est intéressant. Et alors, tu es devenu Popular Investor quand? Je crois que je me suis mis sur la plateforme en mars 2020 ou avril. Et ça a dû prendre 2 mois, je pense. 2-3 mois. Ok. Et avec ce type de donc 80 personnes, 80 000 $, ça représente combien de revenus pour toi? Alors, c'est le modèle économique particulier à la plateforme sur laquelle moi je trade. Mais en tout cas, le modèle qu'ils ont mis en place, c'est que quand on est au niveau champion, quand on est au niveau cadet, aucune rémunération. Au niveau champion, là aujourd'hui, ça me rapporte entre 400 et 800 $ par mois. D'accord, oui, ça commence à représenter. Et pour ça, tu dois faire un certain nombre de trades, tu dois faire une performance, comment c'est calculé? Alors la performance, non, mais implicitement, ça importe parce qu'effectivement, il faut rester au niveau où tu es, donc champion. Donc, si ma performance était horrible et que je perdais de l'argent mois après mois, effectivement, mes copieurs arrêteraient de me suivre, arrêteraient de me copier. Et si je repasse au niveau cadet parce que justement, j'ai fait une performance qui a été médiocre, je vais retomber au niveau cadet et donc plus avoir la rémunération que j'ai eue pendant des mois. Par contre, si les choses se passent bien, que la performance est là, que j'interagis beaucoup avec la communauté que j'ai créée, parce que le but de ces plateformes-là, c'est ça, c'est le côté social, c'est de poster des idées, c'est de poster des articles sur lesquels on peut échanger, etc. Et du coup, cette communauté-là va croître. Et si je passe à un niveau supérieur, les rémunérations augmenteront en fonction également. Et tu fais un certain nombre de trades par jour, du coup, tu dois quand même être actif. Moi, je suis actif parce que c'est juste ma stratégie d'investissement. Je dois ça officiellement à personne. Mais effectivement, moi, je suis tous les jours dessus déjà. Et là, quand en période d'annonce de résultats de la part des boîtes, effectivement, je vais peut-être trader 2-3 fois par jour s'il y a besoin. Alors que quand c'est un peu plus calme et qu'il se passe pas grand-chose, je vais être plus dans les 2-3 fois à la semaine peut-être. D'accord. Je suis pas non plus là à faire du turnover de mon portefeuille très souvent. Et il y a des frais pour celui qui te suit? Celui qui me suit, non. Alors les frais,
C'est souvent la grosse question de ces plateformes-là. Où est-ce que sont les frais, effectivement? Les frais vont être lors des retraits d'argent. Alors, les plateformes souvent prennent des commissions quand on va retirer de l'argent d'une plateforme. De la plateforme, mais pas quand je décide d'arrêter de te suivre. Non, quand on retire l'argent de la plateforme, quand on arrête de suivre, on arrête tout simplement de suivre et l'argent disponible reste sur ton compte sur la plateforme. Tu peux utiliser cet argent-là pour le retirer ou alors pour investir dans quelqu'un d'autre ou investir toi-même, faire ta propre stratégie. Donc là, il n'y a aucun frais. Il faut savoir que ces plateformes-là, souvent, mettent en avant le fait que les trades sont sans commission. Donc, beaucoup de produits, c'est vraiment une plateforme dans laquelle tu peux investir dans des actifs complètement variés et énormément d'actions dans lesquelles tu vas investir, notamment l'intégralité des actions dans lesquelles tu peux investir sont sans commission. Ce qui n'est pas le cas sur beaucoup de plateformes. Moi, sur Interactive Broker, je payais des commissions à chaque trade. Si un mois, je tradais pas, je faisais zéro activité, j'avais des inactivity fees, donc des frais d'inactivité, qui étaient assez élevés quand même. On me prenait $10, je crois, à chaque fois que je tradais pas pendant un mois. Donc, c'est pas rien. Et ça, ces choses-là n'existent pas dans les plateformes de néo-brokers, en tout cas sur le court terme. Ok, c'est hyper intéressant. Alors en effet, je vois des tas de risques, niveau de risque jusqu'à 9 ou des choses comme ça. Il y a des gens assez dingue. Ouais. Et donc ça peut quand même vite représenter, parce que je vois certains, même français, qui ont 7300, 2600 investisseurs, donc copieurs, pardon, plutôt. Du coup, toi, s'ils ont 100 fois plus de copieurs que toi, tu crois qu'ils gagnent 100 fois plus que toi? Non, alors effectivement, le niveau de rémunération augmente pas aussi radicalement, je pense. C'est pas aussi exponentiel, mais c'est quand même assez fort. On parle d'une rémunération qui est fixe quand on est au niveau champion, de 400 à $800. Par contre, lorsqu'on monte dans les niveaux, on commence à prendre un pourcentage de la valeur qui te copie. Donc ça va de 1% à 2,5% pour les meilleurs. Et effectivement, quand on commence à avoir des millions de dollars qui te copient, ouais. Là, oui, je suis d'accord avec toi que tu peux passer de $400 à des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars par mois. Et c'est ce que les meilleurs gagnent. Hein. D'accord. Et pour ça, il faut donc, et tu sais ce sur quoi tu travailles, trader pas mal, être très concentré, donc être professionnel en fait. Beaucoup partager. Tu partages où sur la plateforme que tu as choisie, enfin en l'occurrence c'est eToro, mais où tu partages sur Twitter, ailleurs, ou comment ça se passe? Alors moi, pour le moment, je passe plus de temps à essayer de créer une communauté dans la plateforme, dans eToro, donc en postant sur la plateforme. Alors eToro particulièrement va pouvoir mettre en avant des articles que les investisseurs vont écrire si c'est super intéressant, s'il y a vraiment un insight qui est différent de la norme. Et là, effectivement, on va avoir des échanges qui vont se passer avec la communauté, pas que les gens qui te suivent, d'autres personnes qui vont voir quand ils vont aller sur Tesla, que j'ai écrit un article sur Tesla et donc du coup échanger avec moi, poser des questions et officiellement créer une grosse discussion avec des centaines de commentaires. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est là où tu peux commencer à capter l'attention de d'autres personnes et du coup d'attirer des personnes sur ton profil. D'accord. Et ouais, donc il faut être capable d'aller chercher. Bon, là, toi, tu es sur la plateforme, tu peux aller chercher en dehors aussi, oui. Inciter à te suivre. Ce que je comprends pas nécessairement, c'est que tu me parles de trade gratuit, en tout cas sans frais au moment du trade, mais sauf quand tu sors donc de l'argent des plateformes, ce qui est à peu près, j'ai l'impression, market practice, hein, tout le monde fait ça plus ou moins. Ouais. Il y a souvent un minimum, c'est-à-dire que c'est 5, 10 euros ou dollars, mais qui vont être ponctionnés à ce moment-là. Donc si tu mets des tout petits montants, c'est pas très intéressant. Puis c'est aussi un pourcentage. C'est ça. Toi, tu me parles de 1 à 2,5%. Il vient d'où cet argent? Qu'ils utilisent pour rémunérer. Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites quand on traite, mais il y a aussi des choses qui engendrent des frais. Déjà, il faut savoir que par exemple sur des plateformes comme eToro, on peut mettre l'argent. Les dépôts de capital se font en dollars. Donc, si on met de l'argent en euros, il va y avoir un taux de conversion qui va engendrer des frais, qui est donc pris par eToro. Quand on retire l'argent, il y a des frais, mais aussi il y a des produits dans lesquels on investit et qui engendrent des frais comme les CFD, les Contract for Difference. Ça, c'est des frais qui vont être par rapport, ça va être journalier, chaque nuit, plus précisément, ou alors les week-ends. En fait, si on ouvre des positions en utilisant ces contrats-là, on va engendrer des frais qui sont du coup démultipliés pour tous les copieurs qui sont avec l'investisseur initial.
D'accord, donc si toi tu investis dans des CFD, en fait, par effet de ruissellement, tout le monde va payer des petits frais sur Et ces oui, CFD. C'est ça. Ok. Le CFD, c'est quoi exactement? Comment je le trouve sur des plateformes comme ça? Alors, le contract for difference, c'est en gros, tu n'achètes pas l'asset, l'actif sous-jacent. C'est un contrat entre toi et le broker qui te permet d'utiliser un effet de levier, de pouvoir shorter une action. Alors que quand on va acheter une action en direct, on va être propriétaire de l'action ou de la fraction de l'action que tu as acheté. Alors que le CFD te permet d'avoir de faire ces effets leviers x2, x5 sans pour autant posséder l'action en direct. Très bien. Et du coup, toi, tu en fais de temps en temps, j'imagine, dans tes trades. Ça m'arrive surtout pour shorter, parce que quand on short, effectivement, on n'est pas propriétaire de l'action qu'on va shorter. Et donc, alors, shorter, ça veut dire vendre à terme, entre guillemets, hein, c'est ça. C'est que tu vas dire, je pense que... parce que nous, on a tous une tendance, ce que je fais moi, je vais acheter du Amazon ou du Alibaba en me disant que ça va monter, et puis si ça monte, je gagne, si ça descend, je perds. Mais tu peux aussi avoir une approche inverse, qui est de te dire, je pense qu'Alibaba va descendre, donc je vais en shorter, et en gros, tu gagnes si ça descend, c'est ça? C'est exactement ça. Tu vends quelque chose qui ne t'appartient pas aujourd'hui, dont tu n'as pas de propriété de ces actions-là. Et donc, tu fais un CFD avec un broker qui en a, et qui va aller vendre pour toi une action d'Alibaba ou de Amazon. Et que si tu as raison, la différence entre le gain que tu as fait et le prix auquel tu as vendu, tu vas le récupérer avec ton broker. Ouais, donc il est normal que lui prenne une petite commission parce que... C'est ça. Ok. Donc c'est beaucoup plus clair. Et est-ce que juste pour comprendre jusqu'au bout, toi tu peux du coup te retrouver un peu incentivé à faire plus de CFD pour générer plus de commissions pour ces plateformes? Alors après ça dépend de chaque investisseur. Moi personnellement non, parce que du coup les CFD ça représente une fraction minime de tout l'investissement que j'ai fait depuis mars 2020. Vraiment, je pourrais les compter sur les doigts d'une main, je pense, parce que j'en fais pas tous les jours. Effectivement, c'est pas du tout dans mon intérêt parce que t'as pas plus de rémunération ou moins de rémunération en fonction de la commission générée. T'as tout simplement, c'est le business model de la boîte qui veut ça, et c'est pas du tout lié aux commissions engendrées. Et alors, comment tu expliques, au-delà de tout ça, le succès incroyable de ces plateformes quand on entend, alors en France, tous les acteurs que j'ai cités, qu'on a cités depuis tout à l'heure, aux États-Unis, notamment Robinhood, pourquoi tout ça cartonne autant, mais de ouf, quoi. Enfin, c'est quand même vraiment dingue, quoi. C'est vrai que c'est incroyable. Quand on regarde ce qui s'est passé en histoire d'1 an, 2 ans, il y a eu une augmentation d'intérêt de la part de plein de gens, du retail, pour justement la bourse, parce que il s'est passé des choses tellement extraordinaires en bourse avec l'histoire du Covid qui a créé, qui a juste tout fait exploser. Et ensuite, on a revu une hausse des prix et tout le monde voulait participer. On a eu la crypto-monnaie, et les prix flambent et tout le monde veut participer. Tout le monde, fear of missing out, le FOMO. Et en fait, ces plateformes-là ont donné la possibilité à tout le monde de pouvoir avoir un compte à eux, d'avoir leur gestion personnelle à eux, avec un minimum d'investissement nécessaire qui était bas, sans frais d'intermédiaire, et qui a justement poussé la facilité, l'investissement responsable de chacun, en éduquant les gens et en poussant à justement, si tu sais pas, si t'as pas le temps, tu peux aller copier les gens, tu peux découvrir en apprenant des autres, tu peux voir de façon transparente ce que les investisseurs avec l'expérience font, et ça a créé un intérêt qui a fait que croître. Et est-ce que toi, en tant que professionnel, t'apprends des choses sur ces plateformes? Est-ce que ça marche aussi? Enfin, je veux dire, le fait d'être aussi public et de pouvoir copier des gens, de suivre, etc. Est-ce que t'apprends encore? Ah oui, tous les jours. Moi personnellement, le côté transparent de la plateforme, c'est ce qui me plaît le plus. Je peux aller voir ce que les autres popular investors font. Je peux lire ce que les autres popular investors écrivent. Et pour moi, c'est quelque chose qui est radicalement différent de toutes les autres plateformes. Parce qu'en principe, quand tu veux avoir accès à de la recherche d'analystes, il faut payer. Si tu veux avoir l'avis d'un professionnel comme quelqu'un qui travaille chez Goldman Sachs ou Crédit Suisse, il faut payer. Il faut être un client de wealth management. Il faut avoir un accès qui est différent de ce que le retail peut avoir de façon générale. Alors que sur des plateformes comme celle-là, la communauté partage, la communauté échange, et en fait, ça crée quelque chose qui est juste différent de tout ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Sachant qu'en plus, tu peux aussi copier, d'ailleurs, je voyais, alors donc... j'en ai déjà parlé ici, mais donc là, cette fois-ci, des copies portfolio.
que je dise pas de bêtises. Donc c'est pas des personnes, mais tu vas copier des portfolios. Donc ça peut être des secteurs d'activité entiers. C'est ça. Ou moi, par exemple, j'ai copié Berkshire Hathaway, le fonds de Warren Buffett. Donc j'imagine que c'est une copie de ce qui est déclaré chez eux. Alors ce qui est pas dur sur Berkshire Hathaway, c'est qu'ils ont plutôt des positions longues. Hein. Ils restent longue durée généralement dans leurs investissements. Donc c'est pas un truc qui doit changer nécessairement intraday. Donc tu vas avoir du Apple, du Bank of America, du Coca, du American Express dans lesquels ils sont depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est ça. Wells Fargo, enfin voilà. Et puis pareil, que des trucs, des Mastercard, Amazon, des boîtes que je connais, enfin je dis de loin, mais en fait dans lesquelles je serais pas rentré de manière comme ça très volontaire, quoi. C'est ça. Et en fait, ce côté presque simple du trading et permet à beaucoup de vouloir en tout cas essayer de se lancer. Et surtout, il y a plus de... On peut acheter des fractions d'actions. On n'est pas obligé d'acheter à chaque fois une action à Amazon, elle coûte $3 600. Il ne faut pas mettre $3 600 pour dire je vais acheter une action d'Amazon. Là, je peux aller et acheter ce que tu as acheté, un petit portfolio qui détient Amazon avec $1 000, $2 000. Et automatiquement, on va traquer la performance de toutes ces actions réunies en un groupe, en fait, un thème, un portfolio. Oui, et puis en plus, ces boîtes-là ayant une approche très digitale, c'est bien fait parce que moi, je le vois, j'utilise autant sur smartphone, desktop, tablette, enfin voilà, donc c'est toujours... c'est super intuitif. En termes d'apprentissage, c'est vraiment top. Toi, t'en copies du coup des portfolios ou des personnes? Alors, je copie pas de personnes parce que en tant que popular investor, tu peux pas. Un des critères pour rester popular investor, c'est de faire ta propre stratégie et de trader toi-même, donc pas de copier d'autres portfolios qui eux-mêmes sont popular investor, parce que sinon je choisirais celui qui est le plus copié et juste je le copierais avec 90% de mon portefeuille et puis j'aurais la même chose que lui. Donc ça permet quand même d'éviter ces effets de rebond trop importants, parce que si en effet toi tu copiais cette personne qui peut copier, moi je te copie et plus cette personne, à la fin tu finis dans un cercle vicieux c'est ça. Sans fin. Ok, ouais. Je comprends. Et tu peux copier des portfolios quand même? Alors je crois que oui, honnêtement je l'ai jamais fait parce que j'ai tendance à vouloir diversifier moi-même mon portefeuille, mais je suis pas sûr que tu puisses, mais il faudrait que je me renseigne. Je suis pas certain. Ok. Donc toi, ton objectif là-dessus, c'est vraiment de continuer à en faire ton job, mais sur des plateformes de social trading, quoi. C'est ça. Alors moi, je passe un bon moment de mes journées dessus parce que c'est quelque chose c'est de l'argent que j'ai mis moi-même dessus. Donc effectivement, c'est mes économies personnellement. Donc effectivement, et c'est surtout, ça me passionne en fait, le fait de pouvoir dire, j'ai autant de personnes qui me copient et tout ce que je trade et tous les retours et les performances que je génère, ça bénéficie au plus grand nombre. Bon, 80, mais effectivement, c'est sympa. Et l'idée, c'est effectivement de croître ce chiffre, de pouvoir toujours réussir à faire de meilleures performances, d'écrire, de partager, d'avoir des idées. Moi, je demande tout le temps aux personnes qui me copient s'ils ont des idées nouvelles, des choses que j'ai peut-être moi pas vues. Et automatiquement, je vais aller regarder, je vais aller lire à propos de ces idées-là et je vais essayer de me renseigner. Et ça te fait découvrir des actions ou des choses que tu n'avais pas forcément vues avant, quoi. Ok. On a vu plein de super choses. Est-ce que sur ces plateformes, en l'occurrence, il y a des choses que tu avais sur tes plateformes professionnelles que tu n'as plus sur des plateformes, je dirais, plus grand public comme ça? Ça dépend de ce que tu en fais de la plateforme professionnelle. Alors moi, quand j'étais sur Interactive Broker, j'ai jamais, je suis pas le plus grand, je suis pas un expert en tout ce qui est produits dérivés, j'ai jamais trop tradé les options, etc., etc. Donc forcément, c'est pas des choses qui sont présents sur les plateformes comme celle-ci, sur les néo-brokers. Donc ça m'a pas changé radicalement ma vision ou ma façon de trader. Par contre, je peux comprendre que quand tu es très poussé ou que tu trades avec peut-être des millions de dollars et que tu as des options, des choses qui sont un petit peu différentes de la norme ou des choses des plus simples, forcément quand tu vas sur des néo-brokers, tu peux pas le faire. Donc c'est un parti pris. Après, tu fais ou tu fais pas. Mais en tout cas, je sais que ça attire l'attention de beaucoup de personnes. Moi, j'ai un ami qui trade justement pour lui sur des plateformes très professionnelles. Et quand je lui ai parlé de eToro et du potentiel, etc., il était, pour ma part, par rapport à mon expérience, très intrigué. Et forcément, de suite, il est allé voir et il a essayé de comprendre. Et pour lui, c'était quelque chose qui change vraiment,
change vraiment la norme, quoi. Et c'est du moins à aller voir. Il faut comprendre. Oui, oui. Non, mais clairement. Et puis, je pense que pour le commun des mortels, c'est vraiment hyper intéressant. En fait, tu vois, et ce que j'ai essayé de tracer aujourd'hui aussi avec toi, de traquer un peu, c'est de comprendre dans tous ces modèles et ces commissions, où est-ce qu'elles sont, pourquoi, comment. Parce qu'en fait, tu pourrais aussi vite te dire dans des plateformes comme ça, en fait, t'as quelques pros comme toi qui se rémunèrent, tu vois, un peu ces effets on va dire, de pyramide ou de choses comme ça, pendant que, en fait, le commun des mortels derrière suit, voilà. Alors qu'en fait, quand tu le vois vraiment sous un prisme différent, tu te rends compte que tu peux vraiment, justement, au contraire, profiter à moindre frais de l'expertise de professionnels qui eux finalement se rémunèrent parce qu'ils y passent beaucoup de temps, donc on reste sur un modèle assez vertueux, quoi. Comment toi t'accompagnes quand même pas mal de monde autour de toi, tes potes, tes parents, je crois, tu m'as dit du monde qui te suivent, enfin en tout cas qui vont sur ces plateformes. Tu vas parler de ton pote là même pro. Pour ceux qui ne le sont pas, qu'est-ce que tu leur dis de faire au début? C'est quoi tes éléments? Tu commences avec quoi? Moi, je conseille de passer un moment déjà pour décider si c'est vraiment l'intérêt d'aller en bourse officiellement dans leur tête, de quel montant avec lequel ils veulent commencer, et ensuite de regarder avant d'investir ou de me copier moi, dans un premier temps, de regarder ce que les autres font. Parce que l'idée, c'est pas de dire aux gens autour de moi d'aller et d'investir sur ma personne, sur mettre tout l'argent qu'ils ont à investir à me copier moi. C'est au contraire de faire ce que moi je fais, c'est de diversifier tout simplement le portefeuille. Donc, si tu diversifies, si tu n'investis que en copiant au Fouque, tu auras que ce que moi je fais. Alors que si tu regardes 2 minutes ce que les gens font, peut-être que tu veux avoir plus de crypto, et auquel cas tu vas aller copier Mathieu. Si toi tu traites plus la crypto et que tu as des retours, une performance très forte avec l'Ether, tu vas aller copier avec 30% de ton argent Mathieu, et ensuite tu vas aller mettre 30% sur Ufuk parce que lui il a un peu d'Asie, il a un peu d'États-Unis et il a un peu d'Europe. Et ensuite, tu vas aller prendre quelqu'un peut-être qui traite que la France parce que tu es français et que tu crois au CAC 40 et tu crois aux valeurs françaises. Voilà. Donc, en fait, je dis à tout le monde d'aller, de savoir ce qu'ils veulent faire eux en termes d'investissement, de regarder ce que les gens proposent sur la plateforme, de s'éduquer à ce que les gens proposent, de lire les stratégies de chacun et de décider en fonction de qui est-ce qu'ils veulent suivre ou pas. Parce que c'est pas juste un but de me copier moi, quoi. Et tu pousses les gens à faire tu fais ça toi peut-être aussi du dollar cost averaging. Est-ce que tu rajoutes de l'argent tous les mois ou ou tu y vas direct avec toutes tes économies? Non, alors moi je vais avoir tendance à avoir une position dans le temps. Je vais pas, si j'ai envie d'avoir une position de, je sais pas moi, $10,000 sur une action, je vais pas mettre $10,000 d'un coup, jamais. Je vais toujours le faire en phase personnellement. Mais ça, c'est juste, même si je vais l'acheter plus cher dans une semaine ou dans 2 semaines, c'est pas du tout le problème, parce que souvent quand je fais ça, c'est parce que c'est sur du long terme. Et donc, je préfère quand même faire un dollar cost averaging, mais pas forcément tous les mois sur tout mon portefeuille. Je vais le faire sur des actions précises dans lesquelles je veux commencer à avoir une position. Et je vais y rentrer étape par étape. Donc, ils devraient faire, je sais pas s'ils font ça, mais des concours, parce que c'était assez fun aussi ça dans toutes les premières places, tu vois. Alors c'était moins mobile et moins version 2020, mais tous les premières marketplaces de trading en ligne dans les années 2000, en fait, il y avait beaucoup de concours de trading où tu pouvais gagner de l'argent aussi. Je sais pas si ça existe ça, mais ça c'était top. Moi, quand j'étais à l'université, on m'avait fait faire ça pour gagner. Si j'étais le premier de ma promo, le premier de la promo, et avait eu la chance d'aller à New York pour visiter le New York Stock Exchange. Donc c'est vrai que c'était ultra motivant. Et il te faisait des concours virtuels, hein, mais pendant une durée de 1 mois, 2 mois, et c'était top. C'est vrai que ça donnait vraiment envie, et effectivement maintenant ça existe plus trop, ça. Tu écris en anglais ou en français d'ailleurs, toi? Moi, j'écris tous les posts en anglais parce que c'est une habitude de par l'expérience que j'ai, mais effectivement je peux traduire facilement sur ces plateformes-là. On propose de traduire automatiquement l'article. Parce que il y a intérêt quand même à parler en anglais si tu veux toucher plus de monde. Alors oui. Après, j'imagine que ça fait aussi une belle place à ceux qui parlent français. S'ils sont moins, ils pourraient être plus suivis par la tranche française des investisseurs, quoi, qui est certes ceux qui parlent pas bien anglais, quoi. Même s'ils peuvent être traduits. C'est ça. Après, les gens commentent ou t'envoient des messages privés dans leur langue, hein. Ils cherchent pas à comprendre. Moi, j'ai des gens qui m'écrivent en allemand alors que je comprends rien. mais tu traduis et tu parles avec lui ou avec elle, et puis tu le convaincs ou pas que te copier c'est une bonne solution pour eux.
Et c'est assez marrant. Ah, il y a souvent des échanges en amont, c'est-à-dire pour savoir si on va te poser des questions pour savoir si on va te copier. Ah ouais, même très souvent, parce que par exemple, je vais écrire sur Alibaba pour avoir un avis de ce qui se passe en Chine, etc. Et puis, ça va attirer l'attention de quelqu'un qui trade, j'en sais rien moi, en Belgique, et il va m'écrire en me disant j'ai vu ton profil, c'est super intéressant, je réfléchis à copier ou pas. Comment est-ce que tu vois les choses? Est-ce qu'il faut commencer avec une grosse somme? Est-ce qu'on peut commencer avec une petite somme et puis mettre plus tous les mois, etc. Et en fait, ce sont des questions que tout le monde se pose. Tout le monde se demande, est-ce que ça va servir à quelque chose de copier $500 quelqu'un? Est-ce que je vais avoir la même performance, etc. Et donc, cette communauté-là fait que cette plateforme-là fait que tu peux répondre, tu peux justement éduquer ces gens-là et leur expliquer que oui, ça se fait et c'est justement le but. Est-ce que tu crois fondamentalement que les professionnels, je sais pas, j'ai toujours une tendance, alors de toute façon ça se vérifie toujours dans le temps, hein, winter is coming, quoi. La problématique c'est juste tu sais pas quand il vient, donc l'hiver, mais est-ce que tu crois que les professionnels ont quand même une tendance à moins se faire éclater que les particuliers? Est-ce que finalement je devrais presque arrêter et suivre plutôt que finalement des popular investors et arrêter de trader moi-même sur mes actions? Ça dépend de la tolérance et des émotions que tu mets en jeu. Alors, un retail investor qui est extrêmement émotionnel et qui s'amuse à trader lui-même, une fois qu'il y aura la première vague de Covid et qu'il se prend 10% dans la tête, il va vendre et il va officiellement perdre ces 10%-là et il va ne plus vouloir le faire pendant 2 ans jusqu'au moment où il aura raté la forte croissance derrière. Alors qu'un professionnel, lui, ne va pas forcément le faire. Donc, effectivement, quand on a peu d'émotions et qu'on arrive à gérer ses émotions, on arrive à justement contrôler ces moments-là qui sont assez difficiles à vivre quand les choses se passent pas aussi bien qu'on espère. Donc moi, je pense qu'il faut continuer à éduquer ces retail investors sur la patience qu'il faut avoir, sur le long terme, l'aspect long terme de l'investissement de manière générale. Et puis ne pas automatiquement vouloir fermer une position ou vendre et partir dès que ça va pas, quoi. Sachant que moi, et je pense que c'est quand même aussi un lieu commun, j'ai du mal à fermer mes positions, tu vois. Et alors, je sais être de marbre et voilà, pas forcément m'affoler, mais tu vois, je sais pas, je vois là Jumia, j'en ai acheté il y a quelques mois parce que j'avais reçu Sacha Poignonnet qui m'avait dit, alors faut avoir le cœur accroché quand tu achètes du Jumia parce que ça monte, ça descend. Là, je dois être à moins 55%. Alors, j'ai pas mis grand chose, j'avais mis $250, mais bon, tu vois, je suis à 110 maintenant. Et du coup, tu vois, et je crois que ça c'est un biais cognitif assez commun. J'ai envie d'en racheter pour 250 et c'est pas forcément une bonne idée. C'est pas forcément une bonne idée. Et en fait, le plus important pour moi, c'est être discipliné. C'est être discipliné dans la façon dont tu trades. Alors moi, j'ai quelques règles que je mets en place. Bon, je veux pas tous les lister, mais quand les choses passent bien, si une action que je possède fait plus 10% dans la journée, tu peux être certain que je vais vendre une partie. Même si le lendemain, ça refait plus 10. Parce que ce sont des choses qui sortent de standard deviation classique. Ce sont des choses qui sortent de l'ordinaire. Dès que c'est, entre guillemets, extraordinaire, tu as envie d'avoir une règle dans ton investissement. Alors moi, quand c'est plus 10%, bam, je prends du profit. J'attends pas, je réfléchis pas, je prends du profit. Quand je vais ouvrir une position, je vais aussi me discipliner à dire que si ça tombe en dessous de X%, je vais vendre. Même si demain, je pense que ça va remonter. C'est effectivement, si j'ai une forte croyance que ça va remonter, mais pas comme le Jumia, je vais peut-être attendre. Mais c'est là où tu as des principes comme le stop loss. Quand tu ouvres une position, tu peux mettre un stop loss qui est défini. En gros, tu te dis, ton stop loss, à moins 30%, tu fermes ma position. Même si je suis aux Bahamas en train de bronzer, ma position se ferme automatiquement. Et tu acceptes que le 30%, tu les as perdus et tu passes à autre chose, quoi. C'est comme ça que je me suis aussi bien débrouillé parce que finalement sur le Bitcoin je me débrouille bien mais je me suis pas si mal débrouillé, mais sur l'Ether j'avais mis un stop loss en me disant bon what the fuck, je vais mettre un truc un peu abusé, je vais mettre plus 400%, et puis à plus 400% j'ai tout vendu et quelques jours après tout s'est effondré. Du coup tu te dis bon ouais, c'était pas mal. Juste petit point, excuse-moi je t'interromps, mais je t'en prie. Stop loss c'est quand tu
Ah oui, stop loss, c'est la C'est la perte. Oui, partie mais perte. tu peux faire la même chose à la hausse. Pardon, C'est oui, ça. tu as raison. Bien vu sur la sémantique. Et en effet, oui, tu peux mettre un stop gain quasiment et un stop Voilà. loss, quoi. C'est un take profit, en fait. Ouais, Take profit. take profit. Voilà. Et du coup, en effet, ça c'est vachement bien. Dans les manières, tu peux aussi faire des ordres à l'achat à tel prix. Donc tu vas dire si l'action descend à tel prix, j'achète, ou si elle monte à tel prix, alors j'achète ou je vends. Ouais. C'est ça. Et ça, moi, j'en fais beaucoup pour la crypto. Parce que de la crypto, c'est tellement volatile que tu peux être sûr que si tu vois un moins 5% de lendemain, ou quelques heures plus tard, tu vas le voir à moins 10, moins 15. Et du coup, dès que je vois qu'il y a une tendance un petit peu à la baisse, je vais avoir tendance à stack des buy des ordres d'achat à moins 10, moins 20, moins 30. Et en fait, tu sais jamais avec la crypto, d'un coup, tu peux voir un moins 30 et ça remonte à plus 30 et tu sais pas ce qui s'est passé, quoi. Donc, c'est tellement utile d'avoir ces règles en place que je le fais tout le temps pour la crypto. Là j'ai des positions, des ordres d'achat à moins 10, moins 20 pour l'Ether, le Bitcoin, constamment, que je réactualise toutes les semaines, quoi. Très bien. Écoute, ça me semble assez clair. On comprend comment on onboard sur ces plateformes. On peut les regarder toutes, donc on en a mentionné. Vous connaissez ma favorite, mais voilà, et la tienne d'ailleurs, on l'a assez citée. L'idée vraiment de se dire que, en effet, il y a un vrai changement de fond. On n'a pas trop parlé encore de tous ces mouvements aussi sur Reddit et sur donc on a parlé récemment de comment s'appelle l'affaire GameStop. Il y en a eu d'autres après. Je crois qu'il y a eu c'était quoi, un loueur de voiture, non? C'était Hertz ou non, ça te parle? Bon bref, il y a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs. Ouais. BlackBerry, il y a eu plusieurs approches un peu sorte de raid. Alors moi, ça me fait kiffer parce qu'en fait, je trouve ça drôle de voir des armées d'amateurs se battre contre des professionnels. C'est un peu, tu sais, David contre Goliath. Alors, sauf que ils sont 1 million de David. Mais ça, c'est vraiment un phénomène qui est permis aussi par ces plateformes de social investing quand même. Alors, est-ce que c'est bien, pas bien, mais ça a été facilité par un accès très fort à l'information, au partage, etc., non? Ouais, alors toutes ces informations-là circulent d'abord avant d'être sur les plateformes de trading. Elles sont sur des plateformes, des forums, des plateformes de discussion qui n'ont rien à voir avec le trading. Alors les personnes se parlent entre eux et se donnent des idées entre eux sur des plateformes qui n'ont rien à voir. Après, ils utilisent ces plateformes-là qui ont été créées et où il y a une grosse demande, c'est néo-brokers, parce que c'est une facilité d'accès. Mais pour le coup, tu vas pas pouvoir faire des placements avec des options, des produits dérivés qui sont très risqués aussi facilement, parce que justement, il y a toutes ces protections qui sont en place et toutes ces besoins en éducation et au fait que tu dois passer des tests pour pouvoir faire plus de choses, des effets de levier, etc. Mais tu peux pas le faire forcément sur toutes ces plateformes-là. Il faut être sur des plateformes plus avancées pour les faire. Donc, il y a toujours un contrôle qui est quand même mis en place et une gestion du risque qui est mise en place pour ces plateformes-là. Bon, alors la question que je vais te poser quand même, c'est pourquoi toi, ton comment on appelle ça, ton UINCI 1103, donc ton blaze, quoi, on va dire. Ouais. Sur eToro, en l'occurrence, c'est ça. Je vois que t'as du Airbnb, du Walt Disney, du Square, Tencent, donc valeurs américaines, asiatiques, Nike, Tesla, Netflix, Shopify, Peloton, tiens, très bien, Interactive, Alibaba aussi. Mais toi, t'es gagnant sur Alibaba. Voilà, Best Buy, Salesforce, beaucoup de tech. Pourquoi on te suit toi plutôt qu'un autre ou en même temps que d'autres? Moi, ma stratégie principale, c'est de préserver le capital et de croître à un rythme croissant. Alors moi, je suis pas là, comme tu peux le voir, à faire du plus 60, plus 70%, malheureusement, entre guillemets, par rapport aux autres. Mais par contre, ce que moi, j'essaie de mettre en place, c'est une stratégie qui permet d'avoir un retour qui est constant et qui va être régulier, mois après mois. Donc, c'est vraiment gérer ce risque, ne pas en prendre plus que nécessaire, savoir dérisquer quand le retour que je recherche, la performance que je recherche est achevée. Et ça se met en place mois après mois. C'est-à-dire que dès que je vais atteindre plus 2,5, plus 3% dans le mois, tu peux être sûr et certain que je vais avoir une position en cash qui va augmenter pour les jours restants dans le mois. Et que je vais réinvestir en début du mois prochain. Parce que je cherche pas à faire du plus 10% dans le mois, même si effectivement, si les choses se passent terriblement bien, tant mieux.
mais je vais être justement plus régulier dans la performance que je recherche. Et tu sais prendre tes gains, quoi. C'est ça. Et encaisser tes pertes. Ouais. Très bien. Ben, on te retrouve, je mettrai le lien évidemment, à Ufuk Insi. Donc toi en l'occurrence sur Ictoro, on retrouve plein d'autres personnes sur d'autres endroits. On regarde aussi potentiellement, on n'a pas beaucoup parlé des copies portfolio. Moi je trouve ça vraiment très cool sur des univers dans lesquels on croit, notamment en rentrant sur plein de on va dire de valeurs, soit sur de la tech, soit sur du social, soit sur je sais pas moi on a pas mal de choses. Tout à l'heure je voyais des utilities. C'est intéressant de voir un peu, ça peut être du green, ça peut être de l'impact. Enfin voilà, il y a plein de choses assez sympas et qui fonctionnent plus ou moins comme on l'a décrit aujourd'hui sur les Popular Investors, je crois. C'est ça. Et ils ont vraiment une liste de thèmes, de thématiques, de portefeuilles qui est super intéressant. Et c'est vrai que ça vaut le détour et il faut regarder un petit peu pour pouvoir s'éduquer sur toutes ces possibilités-là d'investissement. Très bien. Avant de te laisser, j'ai 2 petites questions. Si tu avais une intime conviction, toi, je sais pas moi, alors, je vais pas dire nécessairement à suivre, si à acheter ou à vendre, mais si, qu'est-ce que je suis précis, qu'est-ce que tu suis en ce moment, une valeur qui te plaît beaucoup? Une valeur qui me plaît beaucoup, c'est Zillow. Zillow, s'écrit Z-I-2-L-O-W. Zillow Group. Le ticker, quand tu veux le chercher, c'est Z. Moi, j'adore cette valeur-là. C'est ça lie quand même deux trucs que j'aime beaucoup, notamment l'immobilier et puis la finance. Et en fait, Zillow, ils ont réussi à faire un truc qui est juste pour moi exceptionnel. C'est mettre en relation absolument tous les domaines tous les aspects dont tu as besoin quand tu recherches un bien immobilier aux États-Unis. Ils sont très forts pour moi. Ils ont une plateforme qui est très efficace. Tu vas rechercher. Nous, on a Le Bon Coin, on a Se Loger, on a Se Loger Neuf, etc. Et sans vouloir parler de ces plateformes-là précisément, je pense que Zillow fait un boulot qui est tellement mieux. Si on veut acheter, on a à chaque fois des photos professionnelles, on a les plans, on a exactement l'adresse où c'est situé, on a une estimation faite par Zillow du prix auquel est-ce qu'on pourrait potentiellement le revendre dans 1 an, dans 2 ans, la courbe évolutive du prix, etc. Enfin, des choses qui sont tellement plus poussées en termes de recherche, qui font de la plateforme quelque chose de beaucoup plus intéressante pour un utilisateur. Quand on veut vendre, ils font des choses comme ils ont Zillow Offers. Ça, c'est pour moi incroyable. Alors, beaucoup de gens vont vouloir vendre, ils vont attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils vont attendre que la personne se fasse financer, s'ils ont trouvé par chance quelqu'un qui est prêt à acheter au prix ou pas. Et Zillow, ils ont tellement de data, tellement d'analyse du marché dans tous les États-Unis, qu'ils vont pouvoir dire, votre bien, monsieur, que vous avez mis à la vente sur notre plateforme, je vous l'achète moi. Et à ce prix-là, et directement. Et ça, tu peux automatiquement, toi, Matt, en tant que vendeur, dire, je veux avoir une estimation Zillow Offers. Et ils vont te dire, voilà, on te passe $500,000 aujourd'hui. Si tu veux, c'est fait, quoi. En 48 heures, on boucle le dossier et on n'en parle plus. Et donc, ils ont regroupé absolument toutes ces idées-là de l'investissement immobilier qui fait que c'est une plateforme tellement compréhensive et efficace pour moi que ça peut... il faut regarder. Si on veut investir dans l'immobilier digital, il faut regarder. Alors, tu me parles du coup, je regarde en direct, j'ai toutes les infos, etc. Là, tu es sur une intuition très, on va dire, opérationnelle. En revanche, c'est une valeur qui a été sacrément secouée, puisque je la vois, j'ai l'impression qu'il y a 1 an, elle était à $26, et encore, voilà, elle est descendue assez bas. Elle est montée à 200 en février 2021. Aujourd'hui, elle est redescendue à 100. Donc, faut la suivre de près quand même, en revanche. Ouais, alors effectivement, il y a tout ce qui est la crainte des utilisateurs. La plus grosse crainte en valeur immobilière, c'est les taux d'intérêt qui vont remonter. Et donc, est-ce que les gens vont continuer à acheter autant qu'ils ont acheté l'année dernière, etc., etc. Donc, comme on price, on valorise une action par rapport à la valeur future des choses, effectivement, on a vu une secousse dans la baisse. Et pour moi, ça crée une opportunité sur le long terme. Ils sont en train justement de pousser Zillow Offers. Pour moi, c'est quelque chose qui est juste génial de pouvoir acheter à quelqu'un qui veut vendre maintenant, pouvoir potentiellement justement leur business c'est de dire on va acheter quelque chose qui est peut-être délabré, on va le retaper nous, on va faire tout simplement presque du marchand de biens en interne et on va le revendre dans 1 an, 2 ans sur la plateforme encore une fois. Et puis pour moi, c'est quelque chose qui est juste visionnaire en termes de business model, tout simplement. En fait, ils regroupent tellement tous les éléments, ils peuvent t'aider
à mettre à location ton bien, ils peuvent t'aider à faire absolument tout ce que tu veux faire en rapport à l'immobilier, et je trouve ça génial. Écoute, ça a l'air top. Je l'ai ajouté à mes favoris pour la suivre avant d'investir. Je te remercie 1000 fois, Ufuk. Merci à toi. Et puis, moi, tu sais que depuis la semaine dernière, quand j'ai parlé, je t'ai copié, hein, histoire de voir un peu si tu racontais pas trop de conneries, mais pour l'instant, je suis pas déçu. C'est gentil. Non, très bien. Bah, écoute, merci de nous avoir éclairé là-dessus. Je pense que c'est aussi, il y a deux moyens hein, d'interpréter cet épisode. C'est moyen numéro 1. Juste de se dire, si je veux rentrer sur les marchés, je peux utiliser toute la nouvelle offre que me proposent ces plateformes. Moyen numéro 2, si je veux vraiment m'y mettre à donf comme toi, pourquoi pas se lâcher et venir te concurrencer, travailler avec toi. Vous bossez ensemble avec d'autres Popular Investors, enfin vous échangez, vous êtes vraiment concurrents les uns contre les autres? Non, alors effectivement, il y a ceux qui sont les plus connus, ils ont créé des plateformes sur des groupes sur Discord par exemple, où ils invitent d'autres Popular Investors justement parce que le plus on parle du côté responsable et du côté productif de ces genres de plateformes, le plus ça va bénéficier nous tous en fait. Donc effectivement, il n'y a pas de concurrence. Après, on n'a pas les mêmes stratégies, donc effectivement, chacun fait comme il l'entend, chacun écrit ce qu'il veut sur la plateforme. Donc on s'entraide pour créer cette communauté-là de personnes qui va être au courant de cette situation-là, mais après, il n'y a pas de concurrence, quoi. Ok. Bon, écoute, en tout cas, pas de ma part. Merci en tout cas. Ufuk Insi, on mettra le lien vers ton LinkedIn, on mettra évidemment le lien vers ta page donc de Popular Investor. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite, plein de bons investissements surtout pour toi et puis tous tes copieurs. Merci. Pour une fois qu'on a le droit de copier, pas comme à l'école en toute simplicité sans se faire taper sur la tête, c'est bien. On va copier tout ça, Ufuk, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Ufuk, et je te dis à très bientôt sur la Martingale. J'espère que tu partageras ça à tes nombreux suiveurs et puis que tu leur partageras aussi tous les super épisodes que j'ai à venir. Ça sera fait. Merci beaucoup à toi. Allez, salut Ufuk. Ciao, ciao. Salut à tout le monde. Merci pour vos écoutes et puis vos retours qui sont très nombreux, vos idées aussi que vous me proposez sur LinkedIn ou sur le mail de La Martingale. Je crois que c'est lamartingale@causavostra.com si je dis pas de bêtises. Sinon, c'est sur le site lamartingale.io. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine pour ces épisodes de l'été 2021. À plus. Salut, salut. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Causa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.